Oh putain, on va le faire en 2-3 fois, salut à tous. Allez. C'est bon? C'est bon? Je suis plus que Je prêt. déteste faire le premier, putain. Allez. Salut à tous! Salut! Voilà, on recommence. Comme annoncé dans le trailer, tout s'accélère cette semaine dans Walking Dead. Ça part dans tous les sens, pour le meilleur comme pour le pire. Une chose à retenir, c'est un vrai épisode de Rebelle. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Comme chaque semaine, nous vous invitons à consulter le lien en description qui vous mènera tout droit vers le paradis de notre partenaire Molotov TV. Si la semaine dernière, j'ai regardé Everest dans mon lit, en PLS complète, vous savez que j'ai des samedis soirs très rythmés. Hier soir, je me suis fait seul sur Mars avec mon portable calé PLS. Bon, j'ai duré à peu près 45 minutes, mais l'appli permet vraiment de profiter de mes dimanches et pour ça, je les remercie. Il est grand temps de revenir à nos moutons. Tout de suite, le meilleur de l'after. Dans cet épisode, Negan met son plan à exécution, objectif, direction la colline pour infecter la bande de Rick. Alors, je sais pas ce que t'en as pensé, mais alors moi déjà, cette stratégie, je la trouve assez pourrie, parce que depuis le début de Walking Dead, on les a vus plusieurs fois utiliser justement cette stratégie pour partir et s'évader au milieu des walkers, en justement mettant chaque fois des La tripes chair humaine, partout, etc., sur toi. Et alors là, maintenant, ça peut t'infecter et ça peut te rendre plus faible. C'est ce que beaucoup de gens Qu'est-ce qui se ont dit passe sur Internet, c'est d'où ça sort ce plan et comment ça peut être au-delà d'une stratégie pour faire peur. C'est quand même la première chose, la chose principale pour laquelle c'est faite. Oui. Mais Negan insiste aussi sur le fait que peut-être ça peut les rendre malades, etc., comme le père Gabriel. Comme tu l'as dit, on a quand même vu Glenn, et dans une scène mythique, Glenn et Rick qui se recouvrent de trucs pour s'échapper. Ils n'ont jamais eu de séquelles. Negan, même quand dans cet épisode, on lui renverse un seau de tripes, etc. Ouais. dessus, il n'a C'est pas l'air assez d'être très absurde, inquiet. d'ailleurs. C'est un peu étonnant et en même temps, je pense que c'est beaucoup plus pour faire peur qu'autre chose. Negan est encore dans cette stratégie qui d'ailleurs déplaît tant à Simon, on en parlera tout à l'heure, mais dans cette stratégie de faire peur, de traumatiser les gens pour qu'ils se rendent. Oui, finalement, il veut encore laisser une chance à Rick, ce qui est toujours un petit peu surprenant de la part de Negan. Mais donc, du coup, il a aussi cette dualité dans ce personnage qui est quand même assez intéressante. Il y a peut-être un facteur aussi qu'on a sous-estimé, c'est le manque cruel de balles. Il fallait bien que ça arrive à un moment. On sait que le petit stratagème de Rick et sa team pour bloquer le sanctuaire avec des masses et des masses de walkers a dû coûter quand même énormément de balles aux Saviors. C'est d'ailleurs pour ça que Eugène est mandaté explicitement pour aller fabriquer de nouvelles balles. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut prendre en compte dans la stratégie de Negan. S'il veut d'abord faire peur, etc., c'est aussi un moyen de gagner du temps pour refaire des balles et pouvoir être prêt pour le combat le jour J. Cet épisode est aussi assez centré sur le personnage de Dwight. Dwight qui, on le rappelle, s'est jeté dans la gueule du loup en voulant se sacrifier en quelque sorte Pour sauver les autres. Pour sauver les autres, enfin la bande de Rick en tout cas, c'est ce qu'on avait l'impression dans l'épisode précédent. Et là, on voit qu'il est un peu coincé. Il se retrouve d'ailleurs avec Negan. Negan qui... On ne sait pas très bien en fait quelle est son attitude envers Dwight. On a l'impression qu'il est un peu suspicieux puisqu'il va lui offrir une bière, il est quand même ultra amical. Et en même temps, il le laisse partir avec eux, il le laisse d'ailleurs partir avec son fidèle lieutenant dans la voiture. Donc on peut se demander quel est un peu son... Il y a deux choses, comme d'habitude avec Negan, il n'est jamais vraiment normal avec les autres êtres humains. Complètement taré ce mec. Et puis il y a toujours cette suspicion de quand tout un groupe est envoyé en éclaireur et qu'il y en a qu'un qui revient et comme par hasard ils sont tous morts. Il y a toujours cette suspicion et pour le coup je pense quand même que Negan est plutôt content de retrouver un de ses meilleurs lieutenants à ses côtés au moment où ça chauffe le plus pour lui. Oui, d'ailleurs, il l'appelle Dwight Tooney, un truc comme ça. D'habitude. Toujours ces petits noms affectifs comme ça. Moi, je veux bien qu'il m'appelle comme ça. Le coup, il faut le dire quand même, parce que le coup de la moto, quand il enfourche sa moto, on voit dans le regard de Dwight qu'il a envie de se barrer en fait. Là, il est piégé. Retour au bercail, mais piégé. Et au moment où il se dit, bon, peut-être un moment, je bifurquerai avec ma moto, je me casse, il faut vraiment que je me taille, parce que faut rappeler que ça chauffe pour lui quand même. Si la meuf qui s'appelle Laura, il me semble, revient, il est grillé direct et c'est sanction pour lui, c'est la mort. Sauf que Simon, on en parlera tout à l'heure, a plutôt une autre idée dans la tête et l'emmène avec lui dans le convoi direction la colline. Et puis je rajoute un dernier truc sur cette partie un peu introductive, sur le plan, le stratagème de Negan. C'est une scène que forcément on attendait parce que c'est le côté gore qu'on aime bien. Cette espèce d'atelier boucherie, triperie à la mode de camp. Ils sont en train d'éventrer des gars, de remplir des seaux de viscères. Même Negan a son seau dans lequel il trempe Lucille. Enfin, les mecs sont ravis, leur plan est en marche et c'est bien dégueulasse à regarder. Dès le lundi matin comme ça, j'étais au bout du rouleau. Oui, d'ailleurs, c'est assez étonnant puisque là, Negan, pour partir réaliser donc son fameux plan, décide de prendre une voiture seule. C'est un peu le seul moment où on le voit vraiment isolé, loin de ses lieutenants notamment. Et donc, ils partent tous en convoi pour se rendre à la colline. Et alors là, incroyable, à ce moment-là, Rick fait le guet et du coup, il aperçoit de loin Negan seul dans sa voiture, ni une ni deux. C'est parti pour un petit Fast and Furious. Ouais, c'est le truc tellement what the fuck.
Moi, ça m'a fait marrer. En vrai, ça m'a fait marrer. Je sais même pas, en fait, comment on en est arrivé là. Mais pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Un petit peu d'action, ça fait pas de mal. Vous l'avez vu comme nous, ce qu'on voit, ce mec qui débouche d'une ruelle, Rick qui débouche d'une ruelle en 4x4 et qui percute la Ford Mustang de Negan. À partir de là, ça devient, je pense, 2-3 minutes de dinguerie où je me suis posé la question, tu as parlé de Fast and Furious et je trouve ça assez intéressant. On a l'alerte plan foireux avec ces fameux gros plans sur les mecs au volant. J'ai l'impression d'une série Z série B, atroce. Et c'est là où je me suis dit, pour la première fois, il y a plein de gens qui en parlent, mais je me suis à chaque fois dit non, je pense pas qu'ils sont dans ce délire-là. C'est est-ce que Walking Dead serait pas en train d'assumer son côté série Z un peu exagéré, loufoque, comme l'a fait Fast and Furious, mais à merveille. Bon, moi je suis un énorme fan de Fast and Furious, mais ils le font vachement bien. Ils jouent aussi avec les codes et le fait qu'ils soient ultra cons, ultra extravagant et qu'il y ait des scènes what the fuck. Est-ce que Walking Dead serait pas en train de faire ça? Ouais, moi je te rejoins pas mal sur cette idée. J'ai l'impression que ce côté un petit peu absurde, un petit peu drôle finalement, humoristique, ils en jouent un peu parce que justement aussi, je pense que mine de rien, les showrunners ne sont pas bêtes. Ils ont aussi beaucoup entendu leurs fans se plaindre, notamment de la réal. Et donc peut-être qu'ils surfent un peu sur cette idée de rendre justement le truc un petit peu plus léger et d'en faire comme en fait de partir plus sur un film d'action. À la Fast and Furious. Ouais, ce qui, moi, me plaît en vrai plutôt pas mal. Ça me fait un peu marrer. Mais encore une fois, la question est de est-ce que tu le fais bien? Là, le problème, c'est que Walking Dead a accumulé tellement d'erreurs ces derniers temps, notamment au niveau de la réal. Là, je parle vraiment que de réal. Que quand tu fais des trucs comme ça, il faut vraiment l'assumer à 2000%, sinon tu as l'impression que c'est une autre erreur de plus. Bon, voilà, en tout cas, on ferme la parenthèse. En tout cas, on assiste vraiment au duel tant attendu entre Rick et Negan. Bon, alors moi, perso, j'ai été quand même vachement déçue sur ce duel. C'était quand même normalement la rencontre au sommet des deux, du protagoniste et de l'antagoniste de cette série. Negan qui est quand même normalement un gros warrior, badass comme on aime. Là, je l'ai trouvé assez faible face à un Rick très revanchard. Je sais pas, il y avait une espèce de course-poursuite qui, moi, m'a pas énormément marqué. Et ce face-à-face, notamment dans l'obscurité. Déjà, premièrement, les duels entre Rick et Negan sont rarement au niveau. Dès qu'ils se rencontrent, on se souvient de, je crois que c'était la fin de la dernière saison, de la saison 7, où ils se rencontrent, ils font des galipettes et il y en a un autre qui s'échappe. Ça dure 4 minutes et c'est, on dirait, des deux gamins qui se cherchent. On dirait un peu des gamins qui se cherchent, ouais. Deuxièmement, comme si c'était un jeu. Deuxièmement, ils ont essayé de faire une sorte de duel dans le noir intense. On se serait cru dans du hit très 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 bas de gamme, où en fait c'est censé être le duel au sommet dans le noir. Et ça, c'était pour le coup pas très bien réalisé encore une fois. C'est une bonne idée, mais pas très bien réalisé. Oui, puis toujours filmé dans l'obscurité comme ça met quand même bien en exergue les dialogues. Or, malheureusement, les dialogues ne sont toujours pas extrêmement bien écrits. Ça part dans des aphorismes dans tous les sens. C'est un petit peu lourd quand même. La seule chose que j'aime bien, et je l'ai déjà dit ici, c'est que j'aime bien la manière dont Negan parle à Rick à chaque fois. Puisque pour moi, Negan, c'est la voix des spectateurs qui parle à Rick. Et ça, je trouve ça marrant, il le cherche, il lui dit ses vérités et ça fait du bien. À part ça, je suis d'accord avec toi, ça manque un peu de piquant. Putain, c'est des duels au sommet. Ça devait être quand même un des climax de cette saison. Et là, on est un petit peu déçus. Après, moi, ce que j'ai vraiment aimé, comme tu le disais, c'est vraiment ce retour un peu de l'action dans Walking Dead. Jusqu'à présent, on était dans des intrigues qui étaient assez décevantes et un petit peu ennuyeuses aussi. Beaucoup de blabla, beaucoup de dialogues, très en longueur en fait. Et là, on a un petit peu d'action, ça s'enchaîne, il y a un rythme assez saccadé, assez rapide, que je trouve assez excitant. Ils ont lâché les chevaux là, tu vois, il n'y a pas 1000 heures de dialogue avant qu'il y ait un face-à-face. Ça s'arrête pas et ça, c'est plutôt cool. Bon, il faut quand même parler aussi de Lucille. Lucille qui va tomber dans les mains de Rick. Alors il est un peu fétichiste en fait, Negan sur les bords. Je sais pas ce qu'il fait avec Lucille, mais il nous a fait un gros report sur sa batte. Parce que ça doit bien. En tout cas, il fait un gros report dessus. Je sais pas comment il l'utilise dans sa vie privée, non, mais c'est ça. C'est souvenir de sa femme, etc. Mais là, ouais, vraiment, il est flippant avec ça parce que dès que tu lui prends sa batte, il devient complètement fou. En tout cas, Rick a eu la bonne idée de la prendre et même de la brûler en fait. Ouais, mais ça, c'est voir la Lucille en flamme. Quand même une image assez stylée de cet épisode, un peu à la Beric Dondarrion pour ceux qui connaissent dans Game of Thrones. J'ai trouvé ça assez cool. C'est peut-être un des plans un peu emblématiques de cet épisode d'ailleurs. Oui, en tout cas, c'est le symbole vraiment d'un Negan en faillite et qui est complètement pris au dépourvu à ce moment-là. Dernière chose à signaler sur ce face-à-face entre Rick et Negan, c'est qu'une information a été divulguée sans que ça soit vraiment voulu ou fait exprès. C'est que Rick, en révélant à Negan que les Garbage Kids ont été supprimés, éradiqués de la surface de la Terre, forcément, ça fait tilt chez Negan et on le sent bien énervé. Simon n'a pas respecté ses ordres et a donc achevé tous les Garbage Kids, ce qui laisse présager quand même une sorte de vengeance ou d'énervement de la part de Negan. Et donc on peut très bien imaginer que
dans le futur, la tête de Simon puisse très bien finir sur un pieu. En tout cas, Simon, on le retrouve avec Dwight dans la voiture, dans un espèce de huis clos qui est assez intéressant aussi. En fait, on assiste un peu à la fronde des meilleurs lieutenants de Negan, ce qui est quand même assez cool, puisque jusqu'à présent, c'était quand même les deux bras droits de Negan. Là, on les voit chacun de leur côté et chacun dans leur stratégie, puisqu'ils ont leur plan, en tout cas le plan de Dwight n'a pas été encore mis à jour. Et donc, on sait que les deux sont contre Negan, que finalement, ils se sont complètement rebellés, mais les deux ensemble ne sont pas au courant, justement, des objectifs. Bien sûr, de c'est ça qui crée l'intensité de la scène et l'intérêt de la scène. Juste, seul truc que je regrette, mais bon, ça c'est un peu de ma faute aussi, mais quand tu analyses le trailer comme je le fais, les sneak peeks et tout, en fait, la crème de la crème, le meilleur truc de l'épisode, c'est-à-dire leur discussion dans le camion, était déjà dans le sneak peek, donc du coup, j'avais presque la meilleure scène de l'épisode que j'avais déjà vue, donc ça c'est un peu dommage. Mais effectivement, cette rencontre entre les deux est juste super intéressante et constitue un turning point un peu dans ce que c'est les Saviors, par qui ils sont dirigés, dans quelle direction ils vont. Là, on est à un vrai point important et l'histoire peut basculer très très rapidement. Puis Simon là prend définitivement la main aussi sur ses compagnons et devient en quelque sorte le nouveau chef charismatique aussi du sanctuaire, ce qui est plutôt pas mal pour la suite. C'est le truc que j'ai regretté un peu moi quand même dans cet épisode, je peux pas m'en empêcher, c'est que c'est lourdingue. C'est lourdingue la manière dont... En fait, on adore Simon, on l'a dit l'épisode dernier, c'est vraiment un personnage qui vraiment domine en termes de jeu d'acteur. Et je trouve que depuis qu'on lui a soufflé, donc les scénaristes lui ont soufflé dans l'oreille, mec, tu vas être en rébellion contre Negan, tu vas devoir vraiment ne pas aimer ses ordres, etc. Alors soit on lui a dit, joue à fond le mec rebelle, etc. Mais le mec en fait des tonnes. Un petit peu lourd. Il est lourdeau. Dès qu'il y a, même le petit sourire qu'il fait en coin quand il apprend que Negan a été pris en embuscade et tout. C'est pas très quand fort. même... Ça envoie les trucs. La subtilité est totalement absente de son jeu dans cet épisode en tout cas. Bon, même dans la subtilité, Walking Dead en ce moment, ça fait 3 quand même. Bah oui, en ce moment, mais à un moment, je temps, la subtilité était au rendez-vous. Et elle est peut-être plus au rendez-vous dans le personnage de Dwight, qui oui, justement, qui lui est très bien ficelé. Le mec doit avoir des abdos de bâtard puisqu'il a le cul entre deux chaises depuis à peu près 2 saisons. Et là, encore une fois, comment réagir quand Simon te parle de ça, te dit ouais mec, je comprends pas ce qu'il est en train de faire, Negan et tout, c'est n'importe quoi. Quand Simon passe à l'action et donc trahit vraiment Negan, comment doit réagir Dwight? Parce que d'un côté, il est content, c'est un moyen de se débarrasser de Dwight, c'est un allié dont il peut se servir, mais d'un côté, il ne doit pas révéler ses cartes. Si Simon a révélé toutes ses cartes, il a abattu son jeu là clairement quand il a dit je vais trahir Negan machin, Dwight en a encore caché un peu dans sa manche et ça c'est beaucoup plus intéressant. Cet épisode marque aussi le grand retour du cliffhanger à la Walking Dead, celui qui nous laissait complètement fous à la fin d'un épisode et qui nous faisait attendre le prochain avec impatience. Et alors là, un cliffhanger assez intéressant puisqu'on retrouve finalement Negan assommé et on le retrouve dans la voiture de qui? De Jadis. Alors là, 2 antagonistes dans la même voiture, ça peut être vraiment sympa pour la suite. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il va devoir exister sans ces hommes du sanctuaire et il va avoir son propre arc narratif un peu tout seul face à Jadis qui logiquement lui en veut énormément. Oui, je pense qu'elle est un petit peu... On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pas les rapprocher parce que ça pourrait être un peu un problème pour Rick. Même si elle a plus ses hommes, c'est quand même un personnage important. Résultat des courses de tout ça, de ce stratagème, de cette trahison de Simon, de Negan qui est seul, on se dirige clairement vers un bain de sang. Puisque Simon n'a pas du tout la même approche. Lui, il veut aller à la colline pour buter tout le monde. Il a réussi à convaincre tout le monde. Il a dit il a disparu mais il reviendra, il va se débrouiller. En attendant, il faut vraiment qu'on ait notre revanche et donc on attaque la colline. On se dirige vers un bain de sang. Et pas sûr que Dwight ait gagné au change en échangeant Negan contre Simon. Du côté de la colline, il y a aussi une nouvelle intrigue qui vient d'être lancée et qui est hyper excitante, enfin en tout cas moi, de mon point de vue. En fait, Maggie et ses acolytes reçoivent un message assez mystérieux leur disant en gros remplissez les caisses de disques ou bien de provisions et en échange vous obtiendrez de l'aide. Alors piège ou pas piège, au début on hésite. Finalement, Maggie, Michonne, Enid et Rosita se rendent justement sur le lieu de rendez-vous et découvrent un nouveau personnage qui me paraît assez fascinant en tout cas pour le moment. C'est Jane Atkinson qui joue le rôle de Georgie. Alors c'est une actrice que j'aime beaucoup, qu'on avait vue dans House of Cards par exemple, ou encore il y a quelques années dans 24 heures chrono. Et donc là elle arrive... Pourquoi c'est culte d'ailleurs sur 24 heures chrono? Ouais, je crois que c'est pas mal demandé. Jack Bauer, c'est obligé. Ouais, Première nuit blanche en série, c'est quand même notable. Et donc on découvre cette actrice dans le rôle de Georgie, qui est une femme donc qui arrive en fait en voiture et qui adresse un message à la colline en leur demandant, en leur proposant de l'aide en échange de provisions ou de disques. Exactement. Et sauf que ce qu'elle a à troquer, c'est rien de physique, c'est du savoir. Ouais. Ce qui est assez intriguant. On la voit débarquer un peu bourgeoise du 16e, avec 2 sortes de femmes hyper cheloues en poncho militaire. Un peu badass, ouais. Ouais, elles sont... Non, là je dirais pas badass, je dirais vraiment creepy, tu vois. Genre, oui, elles un peu sont creepy, très chelou. Un peu à la Jadis d'ailleurs, un peu. Non ouais, il y a un petit côté Jadis, je te l'accorde.
Et donc voilà, cette femme, machin, elle réveille en même temps, et c'est là où je trouve que c'est aussi lourdingue dans cet épisode, le côté tiraillement entre les personnages, c'est-à-dire est-ce qu'on doit faire confiance aux gens pour suivre l'héritage de Karl, ou est-ce que non, c'est tous des enculés, il faut tous les fumer, je caricature. Ça, je trouve ça assez lourdingue d'ailleurs, j'en profite pour le dire, de ramener toujours, j'espère qu'ils vont pas faire ça toute la saison, parce que de ramener Karl toujours sur le tapis. Dès qu'il y a un choix à faire, c'est oui, il faut faire comme Karl voulait le faire. On dirait que constamment les scénaristes sont en train de s'excuser de l'avoir tué, comme s'ils regrettaient. Il faut bien que sa mort ait servi à quelque chose, et ça va servir justement, notamment ces points de vue opposés entre une Enid par exemple, qui est complètement traumatisée par la mort de Karl, et qui est complètement nihiliste, et qui dit que finalement il faut juste se venger et tuer tout le monde. D'ailleurs, on la voit lire la lettre. D'ailleurs, on la voit lire la lettre. Peut-être, d'ailleurs, ça explique peut-être d'ailleurs son émotion et son côté un peu revanchard dans cet épisode. Et de l'autre, une Michonne qui, elle, a clairement compris le message de Karl et qui souhaite vraiment créer un nouveau monde et que sa mort n'ait pas été finalement caduque. Mais tu vois, ce que je veux te dire, c'est qu'un showrunner, quand il fait son truc, quand il prend une décision, faut qu'il l'assume. Il faut pas qu'il soit le cul entre deux chaises, sinon... Voilà, t'as tué Karl, ok, bien, go. Et tu vas pas nous faire des petits clins d'œil ou des petits rappels tous les épisodes en disant ouais, qu'est-ce que Karl ferait à notre place, etc. Oh, lourd. Non, mais il laisse forcément un héritage et sa mort a forcément des conséquences sur la psychologie des personnages. Et ça, pour le coup, je trouve ça assez bien ficelé. Bon, en tout cas, Georgie, c'est un nouveau personnage qui est assez excitant et qui aussi nous promet peut-être... un monde nouveau, un monde meilleur où on puisse en fait retrouver un monde de culture aussi et de savoir, ce qu'on avait quand même pas mal perdu dans Walking Dead depuis quelques saisons. Ouais. Mais en tout cas, là où elle intrigue, c'est que, ok, elle leur apporte, donc au final, c'est une sorte de, je crois que c'est K for the Future, ou peut-être que je me trompe, mais c'est un livre de, comment dire, une sorte de mode d'emploi, pas de chez Darty, hein, sinon tu n'arrives pas à monter le truc, mais pour monter des meubles. Non, des meubles, je dis n'importe quoi. Pour monter tout un réseau agricole, etc., hérité du Moyen-Âge pour pouvoir cultiver, se développer en tant que société. Donc elle leur promet aussi un avenir en se servant du passé. C'est ça qui est intéressant et surtout on voit le personnage, elle a l'air de débarquer d'une société qui est quand même... Elle nous dit, moi je pense qu'elle nous ment, elle nous dit ouais non on est sur la route comme ça, on a survécu comme ça. T'as pas d'armes, t'as pas de machin, tu survis pas comme ça dans The Walking Dead. À mon avis, elle vient de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ambitieux et on en parlera d'ailleurs dans les théories. Mon MVP de la semaine, c'est justement Georgie. C'est un personnage qui est assez excitant, qui je trouve est assez bien amené, assez bien ficelé et qui annonce certainement aussi une intrigue pour la suite assez palpitante puisqu'elle pourrait annoncer un nouveau camp, peut-être encore plus développé que justement ceux qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, vu qu'on n'a toujours pas vu les chuchoteurs débarquer, ça peut aussi nous lancer sur une nouvelle intrigue et donner un petit souffle à la série. Non, MVP, moi j'ai mis Dwight. Alors, je sais que la semaine dernière tu as gagné avec Dwight. On se demande pourquoi il l'a mis. C'est pas lié au fait que j'ai envie de gagner cette semaine, mais un petit peu quand même, oui. J'ai pris Dwight parce que le gros défaut que je trouve de cet épisode, c'est le côté lourdingue. Je l'ai dit plein de fois dans l'analyse. Notamment. De Simon et de tous, des allusions de Karl, de machin, c'est très bourrin, très lourd. Et je trouve que Dwight arrive à conserver cette subtilité. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais le clin d'œil peut-être le plus cool, l'entrée de l'épisode se passe, donc on voit que Dwight stocke toutes les choses qui lui sont le plus chères dans un paquet de cigarettes. Il me semble qu'il y a la bague de mariage avec sa femme, il y a un mégot qui est à moitié fumé, etc. On comprendra la signification plus tard. C'est celui qu'il allume et qu'il jette sur la voiture de Negan, un peu comme pour tirer un trait sur le passé. Allez hop, on tire un trait sur Negan. Cette cigarette, c'est la cigarette qu'il fumait, la dernière cigarette qu'il a fumée avec sa femme avant qu'elle disparaisse, vous savez, dans cet escalier un peu sombre. Je trouve que tous ces clins d'œil sont bien faits et ça fait que Dwight, c'est quand même un personnage ultra complet, ultra subtil et qui a un vrai background et des motivations. Donc Dwight remporte haut la main le titre de MVP cette semaine. Team Dwight ou Team Georgie, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez pour cette semaine. Du côté des théories, cette semaine, il y en a une qui me paraît assez sympa et qui en plus me paraît complètement plausible. C'est Eugène qui, depuis le début, finalement, serait peut-être resté dans le camp de Rick et aurait décidé de rentrer dans le camp de Negan pour leur produire des balles à blanc et finalement retourner la situation à la fin. Pas mal, non? Tout à fait plausible. Moi, je pense. Ça peut être un twist. Un bon twist. D'une part, intéressant, surtout marrant de voir la scène. Après, là où à mon avis, tu t'emballes un peu, c'est quand tu dis il l'a fait, il a fait exprès depuis le début de se mettre machin. Non, là peut-être qu'il est en train de considérer. Moi, je défendrais Eugène coûte que tout. Ouais, je sais que tu l'aimes bien. Mais là, il est en train de... Il est en train de craquer sous vos yeux, il est en train d'exploser en plein vol. Non, mais je pense que là,
effectivement, ça peut être quelque chose qu'il peut considérer pour... Et peut-être avec l'influence du père Gabriel, on en a déjà parlé, ça peut jouer, ça peut être vraiment un twist très marrant. Autre théorie qu'on a, c'est pas forcément une théorie, mais on se pose des questions, c'est normal. Qui dit nouveau personnage dit on part dans tous les sens. Sur qui est cette fameuse Georgie et est-ce qu'on peut établir un parallèle avec un personnage du comics de Robert Kirkman. Forcément, il y a des gens qui ont fait un rapprochement qui me semble assez évident et qui, moi, m'excite profondément. Cette Georgie pourrait très bien être la Pamela Milton des comics. C'est-à-dire que vous savez que les comics ont entamé une sorte de nouvelle séquence qui s'appelle New World Order. Et nous avons une sorte de ville ou de société qui s'appelle le Commonwealth. C'est une ville géante qu'on n'a jamais vue jusque-là dans Walking Dead. Plus de 50 000 personnes, il y a des écoles, des ciné, des théâtres. C'est vraiment un truc qu'ils ont recréé, ils ont une armée, ils ont recréé une société très moderne. Et à leur tête, il y a une femme qui s'appelle Pamela Milton. Et on va peut-être mettre un visuel là sur la vidéo, mais vous allez voir, c'est typiquement la petite bourgeoise, collier de perles, un peu cheveux grisonnants, etc. On est vraiment dans le visuel de Georgie dans la série, donc ça pourrait être très intéressant. Et cette femme se révèle être très très diabolique. Ça pourrait être encore tirer des traits vers de nouveaux arcs narratifs, et ça on adore. Ça pourrait être pas mal intéressant en effet si c'est le cas, mais petit bémol quand même, tu penses vraiment que si c'était la chef du Commonwealth, elle se rendrait elle-même comme ça dehors avec seulement 2 lieutenants autour d'elle pour aller à la rencontre de nouveaux camps? Pourquoi tu vois, c'est ce genre de personne qui veut inspecter de ses yeux vus les nouvelles brebis qu'elle peut accaparer dans son truc, elle veut vraiment les voir, les tester. Okay, elle a testé la chef Maggie avec son truc du savoir et tout. On voit, et on l'a senti, on l'a dit dans l'analyse, qu'elle vient peut-être d'une société qui est bien plus évoluée. T'as vu quand même, elle vient pas de n'importe où. Donc je pense que c'est plausible et ça pourrait être un truc hyper cool. Je pense que Dwight est définitivement passé dans le camp de Rick, qu'il est allé beaucoup trop loin jusqu'à présent, et c'est d'ailleurs que si Laura revient dans le sanctuaire, c'est un homme mort. Donc il est allé trop loin, il va continuer justement sa stratégie et défendre Rick jusqu'au bout, même s'il sait qu'il est un petit peu chaud aux fesses en ce moment. Et puis il y a un petit côté un peu rédempteur en ce moment, je trouve qu'il essaie d'être meilleur aussi, dans son personnage notamment. Et donc il n'y a qu'un seul but possible pour lui, c'est retrouver Rick et essayer de retrouver aussi leur confiance. Là, il a de la chance d'avoir les deux options encore. Il a éradiqué son plus grand ennemi, selon lui, même si je ne suis pas sûr qu'il en soit persuadé, mais il ne faut pas tourner la page définitivement. Je pense que Simon n'en a plus pour longtemps, il faut qu'il conserve la confiance des gens du sanctuaire, mais aussi celle de Rick, parce qu'on sait que s'il retourne auprès de Rick alors que Negan est mort, Daryl et les autres ont promis de lui faire la peau. Donc toujours garder un peu de sécurité. Cette semaine, j'ai mis 3 sur 5 à cet épisode parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'action et que ça fait du bien, ça redonne un petit peu de punch à la série. Il y avait un petit côté en plus Fast and Furious qui m'a beaucoup plu, je me suis bien marrée. Et puis bon, il y avait quand même ce duel tant attendu entre Rick et Negan, même si j'ai été un petit peu déçue. Voilà, je trouve que ça remet un petit peu d'ambiance dans cette série et j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors, je suis à peu près d'accord avec toi, l'épisode méritait 3, sauf que j'ai mis 2,5 pour la simple et bonne raison que c'est comme si tu avais fait le chemin à moitié. Je trouve qu'il y a des bonnes idées et c'est la tendance dans ce moment, il y a des bonnes idées, on tente des trucs, il y a moins de blabla, plus d'action, mais le revers de la médaille, c'est que la plupart du temps, c'est mal fait et c'est lourdingue. Donc c'est con d'avoir des bonnes idées et de les réaliser un peu mollement ou en tout cas bien beaufement dans certains cas. Du coup, c'est rien que pour ça. Je l'ai dit, lourdingue Simon qui commence vraiment à être lourd dans son interprétation et c'est dommage, je l'adore. Il faudrait qu'il en fasse un peu moins, qu'il soit un peu plus dans la subtilité. Et les allusions à Carl, etc., on l'a déjà tout dit. La réal, c'est pareil. Donc la moitié du chemin est fait, donc ça mérite 2,5 sur 5 la moyenne. On dirait un peu des notes de prof, tu sais, sur les bulletins scolaires. Ouais, gros potentiel, mais j'ai toujours voulu être prof. Toujours pas là. Je dis encouragement à persévérer pour le prochain semestre. Voilà, c'est tout pour le débrief de cette semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est ça qui est intéressant, c'est que les épisodes de Walking Dead, ça divise. Et puis si vous avez des théories, pareil, mettez-les, nous on s'en inspire pour préparer nos vidéos et ça c'est très cool. Oui, et puis n'oubliez pas d'aller checker le lien de Molotov en bas de l'écran. Vous nous direz aussi ce que vous en pensez. Continuez de liker, de partager. Abonnez-vous toujours, on est toujours plus nombreux, c'est cool. Et puis on se revoit très vite. Ouais, on se revoit très vite avec un point GOT dans la semaine. On va faire ça, on va essayer de faire ça une fois par mois. Des petites news de Game of Thrones et un focus à chaque fois sur un personnage. On se retrouve cette semaine. Ciao. Salut.